Alors bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Printemps de la prévention de l'Institut Pasteur de Lille. Donc je voudrais d'abord vous remercier d'être présents. On a un public très varié et divers et c'est aussi la coloration qu'on aime donner à ces printemps de la prévention. On a à la fois, je reconnais pas mal de têtes, chercheurs, professionnels de santé, mais aussi élus, acteurs de terrain, citoyens. Et c'est un petit peu cette volonté-là aussi de l'Institut Pasteur de Lille de participer, d'être en lien avec la société, de participer au débat citoyen. Et c'est voilà, un des objectifs en tout cas de ces printemps de la prévention. Alors, comme je le disais, c'est la 4e édition. Ça fait maintenant 4 ans qu'on fait cette campagne tout au long du printemps. Elle s'inscrit pleinement dans les missions de l'Institut Pasteur de Lille, puisque, vous le savez peut-être, l'Institut Pasteur de Lille fait de la recherche, mais aussi de la prévention santé depuis 130 ans, avec une mission d'être en lien avec la société et d'être au plus proche des besoins des habitants de la région. Et c'est aussi comme ça qu'on choisit finalement notre thématique tous les ans, c'est en s'interrogeant sur les problématiques de santé concrètes du quotidien des habitants de la région. Et c'est pour ça que cette année, on a choisi le thème de la santé en ruralité. Donc, je n'entrerai pas dans le détail de pourquoi et comment, puisque vous allez justement avoir l'occasion tout au long de ce colloque à la fois d'avoir, je vais dire, l'état des lieux et les spécificités, les enjeux de santé publique autour de cette thématique, avec à la fois des regards croisés autour du sujet de l'air, mais aussi de la santé mentale et des actions concrètes aussi qui seront présentées et valorisées, des initiatives locales sur les territoires de la région. Voilà, donc pour commencer ce colloque sans plus attendre, on était il y a 2 semaines à l'événement Terre en Fête, que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'était important pour nous d'être là parce que, comme je vous le disais, on est au plus proche des habitants. Notre sujet, c'est d'être là en proximité. Et donc, on a fait un petit micro-trottoir pour demander aux habitants de la région ce qu'était pour eux la santé en ruralité. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer en découvrant ce micro-trottoir. Est-ce que vous connaissez l'Institut Pasteur de Lille? Non. Pas du tout. Pas du tout, non. Oui. Vous Oui. connaissez? Oui? Non. Non. De nom, j'ai déjà entendu. Vous savez ce qu'on fait à l'Institut Pasteur de Lille ou pas? Des recherches scientifiques. Des recherches? Ouais, des recherches. Donc à l'Institut Pasteur de Lille, on fait aussi de la recherche médicale, mais on fait également de la prévention. Et du coup, c'est aussi la raison pour laquelle on est là. C'est qu'aujourd'hui, on organise une campagne qui s'appelle les Printemps de la prévention. Et la thématique, c'est la santé en ruralité. Est-ce que vous avez un avis sur l'accès aux soins en ruralité? La facilité ou non d'accès aux soins en ruralité? C'est très compliqué d'avoir des rendez-vous rapidement. C'est compliqué. Les médecins en zone rurale, on en trouve de moins en moins. C'est vrai qu'on en manque pas mal de tout ce qui est médecin, tout ça en ruralité. Les problèmes de locomotion peut-être pour les personnes âgées, ceux qui habitent en campagne, ça devient difficile. On parle pas mal de sédentarité en ruralité, par exemple beaucoup de déplacements en voiture justement pour aller prendre des rendez-vous, alors que pourtant c'est plutôt un environnement propice pour ne pas être sédentaire. Est-ce que vous avez un avis sur la sédentarité justement en milieu rural? Elle doit être de plus en plus importante quand même. Ouais. Ouais. Pour moi, je crois, la population vieillissante, et surtout dans le Ternois, ça doit être compliqué, parce que c'est beaucoup de petits villages et ça doit être fort étendu, donc ça doit être compliqué. Ouais, maintenant on va parler alimentation. Est-ce que à titre personnel vous consommez local? Un peu. Ouais, pas tout, mais le local, oui. Hein. On est issu du milieu agricole, donc on essaie de faire plaisir aux producteurs, tout ça, ouais. Hein. Ouais. Et puis après, on fait beaucoup de jardins aussi, donc... On est bien content d'avoir quand même des trucs qu'on fait nous-mêmes. Tout ce qu'on peut acheter Tout ça, on achète, direct, c'est direct. ouais, on essaie d'éviter les grandes surfaces, entre guillemets, on va dire. On achète vraiment local, quoi. Ouais, parce que du coup vous pensez que les produits sont Ah meilleurs. oui, on voit la sait d'où différence ça quand vient. même. Ouais, voilà, Vous savez c'est d'où ça vient, ouais. On sait ce qu'on mange. Ok. Oui. On a déjà un petit potager, donc on fait nos légumes, on essaye au maximum de ne pas traiter. Après, on fait nos courses à proximité. On a de la famille dans l'agriculture, donc on a quelques produits locaux directement du producteur.
Voilà. privilégier de manger les produits de saison plutôt. Attendre, mettons, quand il y a des tomates, manger des tomates du jardin, pas acheter des tomates avant d'en avoir dans le jardin aussi. Ainsi des fraises, pareil. Et du coup, vous pensez que c'est meilleur pour la santé de consommer local ou pas? Oui. C'est meilleure qualité, c'est moins cher si on achète directement au producteur. Oui. En termes d'alimentation, est-ce que vous consommez plutôt local? Je travaille dans une ferme. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez justement de consommer local justement? C'est ce qu'on mange. Vous savez ce que vous mangez. Alors bonjour Monsieur Batteux. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Donc, Frédéric Batteux, je suis directeur général de l'Institut Pasteur de Lille. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de l'Institut Pasteur de Lille? Qu'est-ce qu'on fait à l'Institut Pasteur de Lille? Alors, l'Institut Pasteur, c'est un centre de recherche connu dans le monde entier, qui travaille sur les maladies infectieuses, les maladies émergentes, travaille sur les maladies liées au mode de vie, liées au vieillissement, les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, le cancer, le diabète, l'obésité. Et donc, à côté de ce centre de recherche, on a un centre de prévention qui a été créé en 1901, qui a 125 ans, et qui aujourd'hui rayonne dans l'ensemble des Hauts-de-France et réalise des bilans de santé à la fois dans des centres. On a des centres à Lille, à Tourcoing, à Béthune, à Lens, mais également on fait des actions hors les murs et c'est pour ça qu'on est ici, parce que pour nous c'est très important. La prévention, c'est un objet absolument majeur. Aujourd'hui, il faut non seulement bien soigner, mais aussi il faut prévenir. Et c'est pour ça que l'Institut Pasteur de Lille, depuis 125 ans, elle s'engage dans la prévention, avec les vaccins par exemple, mais également la prévention tous azimuts, dans tous les domaines. Voilà, donc ce petit micro-trottoir qui montre bien déjà la complexité du sujet de la santé en ruralité et puis aussi tous les enjeux qui dépassent largement le sujet des déserts médicaux et de l'enjeu médical plus largement, mais on voit bien que ça intéresse, ça pose diverses questions. Et donc ce que je vous propose maintenant, c'est de finalement planter un peu le décor, je le disais, faire un peu le tour de cette question, les enjeux justement spécifiques de fragilité qu'on peut avoir de santé en ruralité. Et pour ça, je vais laisser la parole à justement Frédéric Batteux, qui est donc le directeur général de l'Institut Pasteur de Lille et qui va vous dresser le panorama de la question. Merci beaucoup. Donc évidemment, on est très heureux, ravis de pouvoir justement parler santé ruralité. Comme l'a dit Perrine Quivron, les printemps de la prévention ont pour vocation d'appréhender les sujets qui font notre quotidien, qui font le quotidien des personnes qui dans toutes les formes de prévention sont impactées. L'année dernière, on a fait santé environnementale, cette année santé en ruralité. Et donc, le but de ce propos introductif est d'essayer de poser les enjeux actuels et futurs pour la prévention dans les territoires. Je ne sais pas si c'est moi qui passe les diapos. Voilà. Donc, tout d'abord, pour planter le décor, de quoi parle-t-on? Eh bien, quand on parle de santé en ruralité, on parle de à peu près un tiers de la population française, puisque à peu près 22 millions d'habitants vivent dans les territoires ruraux. Ça représente, vous avez la petite carte là-bas avec le territoire national qui représente cette ruralité. C'est à peu près 80% du territoire et à peu près près de 90% des communes qui sont présentes en ruralité. Mais si cette ruralité, elle est très étendue, elle recouvre en fait des territoires qui sont très divers. Elle n'est pas homogène, puisque souvent quand on parle de ruralité, on a l'image d'Épinal de la campagne, de la campagne agricole, mais en fait, ça recouvre des réalités qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus variées, puisqu'on va évidemment de la campagne agricole jusqu'aux bourgs ruraux, jusque même aux zones périurbaines ou à des zones de géographie un petit peu complexes, les zones de montagne, les territoires isolés. Et donc, c'est ça qui représente la ruralité. Alors, donc cette ruralité, elle est divers et donc elle a des
problématiques qui sont évidemment des problématiques différentes. Les campagnes agricoles vont être de faible densité, avec des distances à parcourir qui sont souvent très importantes et avec des enjeux professionnels, du coup, qui seront très spécifiques. Pour les bouts ruraux, on a par exemple aussi, un peu comme dans les campagnes agricoles, eh bien une problématique de vieillissement de la population certainement accélérée et d'accès aux services de proximité. Pour les zones périurbaines, là encore, la dépendance aux moyens de transport, les moyens de transport sont, en tout cas collectifs, sont moins accessibles dans les zones périurbaines que dans les zones urbaines. Et puis, on a des problématiques de croissance démographique. Et puis, pour les autres territoires, eh bien, ils ont des problématiques qui sont un petit peu diverses. Mais juste pour montrer que la ruralité est une entité très diverse en termes de géographie, mais également en termes de problématiques de santé, et ce qui fait que on ne peut pas, j'allais dire, coller des solutions à cette problématique de la santé en ruralité de manière un petit peu top-down, mais d'être vraiment en connaissance des différentes problématiques et des différents déterminants que constituent ces différentes zones et cette diversité de cette ruralité. Alors, il y a aussi un paradoxe, et on l'a vu dans le petit micro-trottoir, un paradoxe rural. On en a, pour certains, une certaine image d'Épinal où on se dit la campagne, c'est la nature, la qualité de vie, un environnement beaucoup plus sain et serein, une proximité, une bienveillance. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'un petit peu idéal et idéalisé en termes de cadre de vie. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, eh bien, les inégalités, elles sont bien réelles, en tout cas les inégalités de santé, avec, et ça a été rappelé dans ce micro-trottoir par beaucoup d'intervenants, beaucoup de témoins, un accès aux soins qui est plus difficile, mais aussi avec la problématique du vieillissement de la population, d'un isolement social plus important, les mobilités plus complexes. Et puis, quand on a déjà un accès aux soins qui est plus difficile, eh bien, c'est encore plus vrai pour le recours à la prévention. Et donc, on a tout ça pour dire que cet environnement, certes plus sain peut-être, eh bien, recouvre d'inégalités qui nécessitent à ce qu'on pose un regard très actif sur ce qu'est la santé en ruralité, et c'est l'objet d'ailleurs de cette conférence. Alors, ces inégalités, elles se traduisent dans les chiffres. Quand on regarde l'espérance de vie en France, de manière générale, mais également l'espérance de vie en bonne santé après 65 ans, eh bien, elle est dégradée dans les zones rurales par rapport aux zones urbaines. Pour l'espérance de vie, c'est 2 ans, c'est d'1 an et demi pour l'espérance de vie en bonne santé. Donc on voit que cette dégradation, enfin en tout cas cette image d'Épinal qui voudrait laisser penser que la vie à la campagne est beaucoup plus saine que la vie à la ville, eh bien elle se heurte à ces chiffres avec des écarts qui sont malheureusement stables depuis une dizaine d'années. Donc il est temps d'agir. Et quand on regarde un peu plus dans le détail, eh bien, qu'est-ce qui impacte qu'est-ce qui explique, j'allais dire, cette différence d'espérance de vie? Eh bien, c'est une incidence de maladies chroniques qui est augmentée, alors des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, du diabète, de l'obésité, mais aussi des problématiques de santé mentale, on y reviendra d'ailleurs au cours de cette journée, liées à un isolement plus fréquent, à un recours aux soins, et notamment aux soins de spécialistes, qui est beaucoup plus dégradé, et avec, quand on peut avoir accès à des distances à parcourir qui sont bien supérieures à ce qu'on peut avoir en ville, donc des rendez-vous plus difficiles à avoir, et quand on les a, des déplacements plus longs, et puis globalement,
globalement, là encore, et on le verra, un surrisque suicidaire dans certaines populations et notamment chez les agriculteurs. Donc on voit que ces inégalités, elles sont bien réelles et j'allais dire qu'elles sont encore plus marquées dans notre territoire, dans les Hauts-de-France, puisque vous savez que les déterminants de santé dans les Hauts-de-France sont particulièrement dégradés. On est en France métropolitaine sur les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète. On est une des dernières régions de France, malheureusement. On est troisième pour l'infarctus du myocarde dans les chiffres mauvais, bien sûr, hein, premier sur le diabète, deuxième sur les AVC. Donc on a vraiment, c'est-à-dire que ces chiffres qui montrent une dégradation en ruralité sont encore plus prégnants dans notre région où on a évidemment des déterminants de santé qui sont déjà très dégradés. Alors, pourquoi ces inégalités, pourquoi ces déterminants de santé? Et donc, quelques chiffres pour pouvoir un petit peu illustrer et mettre en relief ce qui fait ces déterminants de santé dégradés. D'abord, le vieillissement de la population. Vous savez qu'on a une population vieillissante. Hein, en 2050, à l'échelle du globe, on aura le nombre de personnes de plus de 65 ans aura doublé. Et donc on a, et c'est encore plus vrai dans les pays du Nord, évidemment, et j'allais dire, c'est encore plus vrai en milieu rural, puisque vous voyez que le vieillissement de la population, donc les 60 ans et plus, représentent 27% de la population en France, contre 32% en milieu rural. Donc on voit qu'on a une augmentation de ces déterminants qui va d'ailleurs être un déterminant dans les maladies chroniques ensuite, puisque plus on vieillit, eh bien, plus on a de maladies chroniques, plus ces maladies chroniques s'associent, plus on a cette polypathologie, et plus les prises en charge sont complexes dans un environnement qui est déjà peu propice à ces prises en charge avec ces déserts médicaux. Et puis, je disais qu'on allait avoir une augmentation du nombre de personnes vieillissantes. Eh bien, en milieu rural, c'est 40% de 75 ans ou plus d'ici 2050. Donc on voit qu'il y a le vieillissement, il y a les personnes âgées et les personnes très âgées. Hein, et aujourd'hui, cette problématique des personnes au-delà de 75 ans, hein, il y a 50 ans, 65 ans, c'était effectivement un âge avancé. Maintenant, avec les progrès qui ont été faits, on recule en âge, mais donc ça ne veut pas dire qu'on recule en termes de facteurs de risque, de dépendance, et on le verra tout à l'heure. Les conditions de travail sont aussi des conditions de travail qui sont certainement plus rudes, et en tout cas avec des accidents du travail qui sont augmentés. On a par exemple dans l'agriculture une augmentation du taux d'accidents de travail qui est de plus 55% par rapport à l'ensemble des autres secteurs, et avec dans certains métiers, eh bien, des expositions à des polluants, des risques physiques, chimiques, biologiques qui sont spécifiques à certains métiers. Et puis on a évidemment la fragilité socio-économique, même si cette fragilité socio-économique est moins importante en milieu rural que dans le reste des autres secteurs. Hein. On voit par exemple le taux de pauvreté qui est de 13,7% en milieu rural versus 14,5% en France. Juste pour vous donner, là encore, sur les chiffres dans les Hauts-de-France, les Hauts-de-France sont la population, il y a 17,2% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans les Hauts-de-France. On est la deuxième région, là encore, avec les chiffres les plus élevés. Donc tout ça est évidemment à mettre en perspective de nos chiffres et de la réalité locale qui elle-même est déjà dégradée. Les problèmes de mobilité, ils sont évidemment majeurs en ruralité, puisque le faible accès au transport en commun fait que l'utilisation de la voiture est absolument majeure, l'utilisation de ces moyens de transport est évidemment très importante, notamment pour l'accès aux soins. Et on voit bien qu'avec le vieillissement de la population, eh bien, l'utilisation de la voiture devient plus complexe. Et donc, du coup, c'est un élément, un facteur de fragilité qui se surajoute à la capacité de pouvoir bien se soigner. Et donc, cet accès aux soins, il est évidemment très dégradé en milieu rural, puisque 80% des communes rurales n'ont plus de médecins généralistes, n'ont pas de médecins généralistes.
Et quand on regarde la densité des médecins généralistes, eh bien, elle est presque 3 fois plus faible en ruralité qu'elle ne l'est en milieu urbain. Je ne reviendrai pas sur les débats qu'il y a sur l'installation des médecins et la contrainte que certains souhaiteraient appliquer aux médecins pour que les médecins se répartissent de manière plus homogène sur l'ensemble du territoire national. Mais c'est un vrai sujet, puisqu'on voit que les chiffres parlent d'eux-mêmes et qu'on a des véritables déserts médicaux, à la fois de médecins généralistes et encore plus de médecins spécialistes. Et puis, il y a l'isolement social. Avec le vieillissement de la population, 20% des personnes de plus de 75 ans ou plus vivent seules en milieu rural. C'est plus que dans l'ensemble du territoire national. Et donc, cet isolement, il va avoir des conséquences, à la fois notamment sur la santé mentale, mais sur la santé en général. Donc, on voit bien que ces chiffres indiquent cette fragilité globale et ce que représente un petit peu cette santé en ruralité. Donc, on va faire quelques focus, puisque là, c'était un peu de dépeindre de manière un petit peu générale la santé en ruralité. On va voir un petit peu ce qui fait vraiment les points, les points clés, les points de fragilité de cette santé en ruralité. Et évidemment, on ne pouvait pas commencer ce propos sans citer l'accès aux soins et la désertification médicale. 80% des communes rurales sans médecins généralistes installés, et ça va même jusqu'à 97% dans les territoires ruraux, dans les territoires ruraux agricoles. Donc on a vraiment une désertification, mais complète, de cette démographie, enfin en tout cas de cette répartition des médecins. Et puis, comme vous le savez, les médecins se déplacent de moins en moins. On a la vieille image du médecin qui allait à la maison et qui connaissait la famille. Tout ça, ça n'existe plus, ou très très peu, ou de moins en moins malheureusement. Et donc, ça nécessite, puisque le médecin ne vient plus à nous, il faut que nous allions au médecin. Et évidemment, dans les territoires ruraux, le temps de trajet est beaucoup plus long, et donc on a du mal à avoir un rendez-vous, et on a du mal à se déplacer, évidemment, quand la santé se dégrade, quand la vision se dégrade, quand l'ouïe se dégrade, qu'on peut moins avoir recours à la voiture, quand on est obligé de demander aux voisins. Qu'est-ce qui se passe ? Les conséquences, c'est une prise en charge dégradée, des rendez-vous plus tardifs, un suivi plus irrégulier, des dépistages qui sont évidemment moins. Et donc, le moment entre le signe clinique d'alerte et la première consultation, elle est retardée. Et on le voit évidemment, notamment dans le diagnostic des maladies cancéreuses, tumorales, avec un retard au diagnostic qui est assez significatif en milieu rural. Et du coup, également, puisqu'on n'a même plus de quoi faire le soin, autant vous dire que faire la prévention est encore plus compliqué, puisque le médecin généraliste, quand on peut en avoir accès à un, il a déjà assez à s'occuper de votre santé et de vos soins pour ne pas plus avoir le temps de parler de prévention et de parler de manière plus générale ce que on voyait faire quand le médecin se déplaçait à domicile et qui voyait la famille et qui donnait les conseils, non seulement pour le patient, mais également pour l'ensemble du cercle familial. Et donc, on se retrouve dans une situation avec des renoncements aux soins. Et donc, on voit bien que cette espèce de cercle vicieux qui va, la distance, les problématiques de mobilité, le renoncement aux soins, le retard au diagnostic, conduit malheureusement, évidemment, à une perte de chance devant la santé et devant la maladie. Deuxième défi, le vieillissement. C'est évidemment le défi majeur des prochaines décennies et c'est évidemment, encore plus pour le monde rural, dans le sens où, comme on a pu le voir tout à l'heure, le vieillissement impacte encore plus le monde rural, avec une dynamique, de ce vieillissement qui est accélérée et qui s'associe également à un isolement et souvent à des pertes d'autonomie. Et donc les conséquences, elles sont majeures. Plus de maladies cardiovasculaires, on l'a dit, le vieillissement, plus l'isolement, plus de troubles cognitifs, plus de dépendance, plus
de nécessité d'aide, enfin de demande d'aide familiale. Donc les aidants familiaux sont de plus en plus sollicités et c'est encore de plus en plus vrai avec le vieillissement de la population. Et donc, on l'a dit, la difficulté d'accès aux soins. Et donc, on a encore cette espèce de cercle vicieux qui dit vieillissement, plus de maladies chroniques, plus de polypathologies, des maladies qui s'associent. Vous allez avoir le diabète, puis la maladie cardiovasculaire, l'insuffisance cardiaque, vous allez avoir la maladie rénale. Enfin, tout ça s'associe, ça devient de plus en plus complexe. Et donc, les malades se dégradent. On va avoir des pertes d'autonomie, un besoin d'accompagnement qui peut ou ne peut pas être, j'allais dire, réalisé. Et donc, l'isolement et l'accélération du vieillissement se met en place. Ce qui est important, c'est aujourd'hui dans le milieu rural, vous avez 1,3 million de personnes qui ont plus de 75 ans. Vous avez 1,5 million de personnes qui ont une perte d'autonomie à domicile et en milieu rural et qui ont donc besoin. Or, et ça c'est un chiffre très important, 70% des personnes de plus de 70 ans souhaitent vieillir à domicile. Et donc c'est un enjeu pour nous de savoir comment est-ce qu'on arrive à maintenir des personnes vieillissantes, dépendantes, malades, avec des maladies chroniques dans leur domicile, puisque c'est leur souhait. Ah, j'ai cassé la machine. Voilà. Désolé, voilà. Autre problème, la santé mentale en milieu rural et l'isolement. Alors, tout ça, évidemment, j'ai mis épidémie silencieuse parce qu'évidemment, la santé mentale reste, pour toute la population, pas que la population rurale d'ailleurs, un sujet un peu tabou, un peu caché, parce que ça tient à l'intime. Et donc, c'est des situations qui sont des situations complexes. Et donc, c'est des situations qui sont aussi complexes à appréhender pour les professionnels de santé, voire même pour l'entourage. Les conséquences de l'isolement sont assez difficiles. Évidemment, il y a plein de facteurs de risque qui s'associent. On en a cité quelques-uns, l'isolement, les difficultés de mobilité, le vieillissement. Mais c'est aussi petit à petit un sentiment pour le monde rural de déclassement, de disparition d'abord des petits commerces et puis après de disparition des services publics. On a l'impression qu'on est en train petit à petit de vivre dans une ville, un village fantôme. Et on voit d'ailleurs la population diminuer. Moi, je suis issu du monde rural. Donc, dans ma petite commune, il y avait 1000 habitants et maintenant, on est 450. Donc, voilà. Et avec on a vu tous les commerces partir, toute la poste partir. Enfin, voilà, on voit tout ça et donc, c'est évidemment la solitude personnelle des personnes, mais également la solitude qu'elles ressentent et le sentiment qu'elles ressentent en termes dans leur environnement. Et donc, ça a évidemment des conséquences évidentes sur les comportements, sur la santé, plus de troubles anxieux, plus de troubles dépressifs. On a parlé du renoncement aux soins, des retards de prise en charge, mais aussi du sur-risque suicidaire. Alors, ça sera évoqué, mais aujourd'hui, pour les agriculteurs, le risque de suicide est environ 50% supérieur à celui de la population générale. Et quand on regarde le pourcentage de morts par suicide, eh bien, il est entre 60 et 70%. Donc non seulement les gens se suicident plus, mais malheureusement, ça se traduit plus souvent par des décès. Donc on a vraiment un sujet qui est un sujet, c'est pas que des mots, c'est une vraie réalité et une vraie réalité de terrain sur lequel il faut absolument agir. Évidemment, plus la population en ruralité vieillit, plus évidemment, eh bien, ces problématiques de santé mentale qui sont souvent associées à l'isolement, eh bien, vont devenir plus prégnantes. Alors, vous avez vu, pour nous, évidemment, et c'est un élément majeur à l'Institut Pasteur, nous, on pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, j'allais dire que sur les 30 dernières années, j'allais dire, la prévention, tout le monde s'en fichait. Pour une raison simple, les progrès de la médecine étaient tels qu'on se disait, eh bien, c'est pas grave, grâce à la recherche, on va soigner toutes les maladies, et donc faites ce que vous voulez. Nous, de toute façon, l'hôpital est là, les médecins sont là, on soignera l'humanité souffrante, ne vous inquiétez pas.
aujourd'hui, on voit bien que l'hôpital est en train d'être en grande difficulté. Il y a 14 millions en France de personnes qui sont sous ALD, et les maladies chroniques, ça représente à peu près 70% des dépenses de santé. Et avec le vieillissement de la population, l'augmentation des inégalités, vous vous doutez que ça ne va pas se réduire. Et donc, la prévention, elle est absolument indispensable à mettre en place. Aujourd'hui, si on regarde les dépenses de santé qui sont liées à la prévention, c'est à peu près 2 à 3%. Donc, c'est très, très peu. Et donc, il faut investir dans la prévention, parce que investir dans la prévention, eh bien, c'est maintenir les gens en bonne santé. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est les maintenir en bonne santé, maintenir une qualité de vie optimale, et donc c'est anticiper plutôt que subir, et puis donc c'est agir le plus tôt possible, c'est-à-dire chez les gens qui sont en bonne santé. C'est la prévention primaire, il y a deux types de prévention. Il y a la prévention primaire, on a des gens qui sont en bonne santé, on va essayer de faire en sorte qu'ils le restent le plus longtemps possible, et donc on va les accompagner sur leurs facteurs de risque, on va essayer de leur donner des bons conseils, et puis ensuite il y a les malades, et donc sur les malades, ce qu'il faut, c'est diagnostiquer vite et bien, et deux, accompagner les malades pour qu'ils ne s'aggravent pas, leur maladie ne se complique pas, et qu'ils puissent maintenir une bonne autonomie. Et donc, c'est ça, les enjeux de la prévention, elle se joue, j'allais dire, à tous les moments de la vie des gens, quand ils ne sont pas malades, mais même quand ils le sont, pour essayer d'améliorer la qualité de vie, les conditions de prise en charge. Alors pourquoi est-ce qu'elle est particulièrement pertinente en milieu rural? Eh bien, elle l'est parce qu'elle permet évidemment de réduire, d'agir sur ce qu'on appelle les facteurs modifiables. 80% des maladies chroniques sont aujourd'hui dues à des facteurs modifiables. C'est quoi? C'est évidemment l'alimentation, l'activité physique, mais c'est aussi l'exposition, l'environnement, donc l'exposition à différents polluants. Donc on voit bien qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir, on peut modifier, et on sait que si on agit sur ces facteurs de risque, eh bien on a des effets sur les différentes maladies sur lesquelles on a des risques, les risques cardiovasculaires, diabète, tabagisme, voilà. Et par exemple, le chiffre clé que j'ai mis à droite de la diapositive, 80% des maladies cardiovasculaires prématurées seraient évitables par la maîtrise des facteurs de risque modifiables, selon l'OMS. Donc, ça marche, la prévention, ça marche. Si on contrôle l'activité physique avec une activité physique qui se maintient, on agit sur l'alimentation, on préserve la santé mentale, on limite l'isolement, on agit sur l'environnement, sur l'air, sur l'eau, sur ce qui nous entoure, eh bien, on peut avoir un impact clairement sur notre santé. Et évidemment, eh bien, tout ça doit pouvoir se déployer, évidemment en milieu rural, puisque, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ces différents risques, cardiovasculaires, diabète, obésité, maladies cérébrovasculaires, neurodégénératives, eh bien, sont augmentés en milieu rural. Et donc, la logique, elle est relativement simple, c'est la prévention pour agir sur les facteurs de risque, mieux les contrôler, éviter les maladies chroniques, et donc moins d'hospitalisation et une meilleure qualité de vie. C'est ça l'objectif qu'on se fixe. Alors, évidemment, déployer la prévention, c'est beaucoup plus compliqué en milieu rural que ça peut l'être en milieu urbain, et donc ça nécessite ce qu'on appelle le aller vers. Alors nous, on le fait beaucoup à l'Institut Pasteur, mais c'est absolument indispensable, et encore plus indispensable en milieu rural. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme, j'allais dire, comme mise en place d'actions concrètes qui permettent justement cet aller vers pour réinventer la prévention en ruralité? Il y a les bus, déjà, les unités mobiles, souvent financées par les associations, par les collectivités locales, par l'ARS, dans différents secteurs. On va avoir le bus du cœur des femmes, par exemple, que vous connaissez peut-être, mais on a des bus qui vont faire du dépistage des cancers. On a même des bus avec des scanners à l'intérieur. Donc on a tout un dispositif qui permet, puisque de retrouver un peu cette proximité qu'on avait quand le médecin traitant venait à domicile, de déployer des actions hors les murs avec ces unités mobiles qui permettent dépistage, vaccination, et qui permettent de pousser justement ces messages de prévention.
on a aussi les maisons de santé, mais surtout, et j'insiste là-dessus, les maisons de santé pluriprofessionnelles. Aujourd'hui, la santé, ce n'est pas que l'affaire des médecins, c'est l'affaire de l'ensemble des professionnels de santé. Et ce que viennent chercher les patients dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, c'est non seulement des consultations médicales, mais également paramédicales, des accompagnements diététiques, infirmiers, des soins, de la kiné. Et donc, cette coordination qui s'est faite d'ailleurs depuis maintenant quelques années dans le cadre des CPTS, pour organiser sur le territoire cette pluriprofessionnalité, elle est fondamentale et c'est un élément aussi, un élément d'attractivité du territoire. Aujourd'hui, les médecins ne veulent plus exercer de manière isolée et donc c'est beaucoup plus facile pour eux d'exercer avec des collègues, d'autres collègues, médecins ou d'autres spécialités paramédicales ou médicales au sein de ces maisons pluriprofessionnelles. Troisième élément, les pharmacies qui ont vu leur mission augmenter de manière très importante, notamment dans le repérage, les consultations, on le verra tout à l'heure, par exemple les consultations de prévention, la vaccination. Maintenant, les gens vont se faire vacciner en pharmacie, mais c'est aussi dans le conseil que les pharmaciens sont en capacité de prodiguer. Et donc, parce qu'à l'inverse des médecins, vous savez que les pharmacies ne peuvent pas s'ouvrir n'importe où, et donc il y a un maillage territorial des pharmacies. Il y a une pharmacie pour 2500 habitants, et donc là pour le coup, on a un peu des pharmacies en milieu rural qui ferment malheureusement pour un peu se regrouper, mais quand même l'ARS régule sur le territoire l'implantation des pharmacies et fait effectivement attention à ce qu'on maintienne et qu'on ne revienne pas, on n'arrive pas à ce qu'on a pour les médecins avec des concentrations dans les villes et la désertification des campagnes. Et puis, la prévention, si on veut qu'elle marche, il faut intervenir le plus tôt possible. On le voit notamment pour l'éducation à l'alimentation, à l'activité physique. Il faut aller dans les écoles parce que, et notamment diabète, obésité, ça se joue très tôt. Et donc, il faut, malheureusement, on a de moins en moins de médecins scolaires, on a de moins en moins d'infirmières scolaires, et donc il faut aller il faut aller dans les écoles. Nous, on fait avec le rectorat, bien évidemment, on a des interventions, notamment en prévention dans les écoles, pour essayer de donner les bons réflexes, de donner les bons conseils dès le plus jeune âge. On le fait aussi avec les associations sportives, culturelles. C'est la stratégie de tous les contacts avec la population doivent compter en prévention. Donc dès qu'on a l'occasion d'aller voir, il faut le faire et il faut le faire absolument. Et puis on le fait aussi avec les mairies et les différents lieux de vie. Et ce qui est aussi important, et j'allais dire peut-être plus que de toucher les personnes elles-mêmes, c'est aussi de toucher les personnes avec lesquelles elles sont en contact. Et donc les travailleurs sociaux, avec le tissu local, parce que c'est toujours bien de former ceux qui seront en contact du public. Ça démultiplie nos actions. Quand on forme, nous on forme à peu près 600-650 professionnels qui travaillent en proximité dans la région, eh bien on sait que ça va démultiplier. Ces 600 personnes verront elles-mêmes des dizaines de personnes et ça démultipliera nos différentes actions. Alors comment est-ce qu'on peut essayer de massifier un petit peu tout ça ? J'aime pas bien le terme, mais enfin c'est quand même un petit peu ce que ça veut dire. Eh bien on peut utiliser le numérique. Alors le numérique, il est intéressant sur beaucoup de la chaîne de la prévention. D'abord, il peut agir en prévention chez les personnes qui ne sont pas malades pour essayer de leur donner les bons conseils. Alors après, évidemment, ça nécessite à ce que cette téléprévention, elle soit extrêmement qualitative, parce que évidemment, il faut faire attention aux conseils qu'on donne. Et donc, il y a plein d'applications plus ou moins sérieuses. Et donc, il faut que ces applications de téléprévention aient les labels de qualité requis pour que les conseils qui sont prodigués soient les bons conseils. Deuxième élément, c'est la télémédecine qui se développe. On a dans les pharmacies des cabines de téléconsultation, peut-être que certains d'entre vous les ont utilisées, ces téléconsultations, elles permettent justement un accès aux soins pour des personnes qui sont justement éloignées du soin. Il y en a beaucoup dans les pharmacies, ça permet justement, comme les pharmacies sont un peu localisées partout, d'avoir accès à des médecins généralistes. Et puis se développe aussi de la télé-expertise, c'est le cas notamment...
on a de moins en moins de dermatologues et on a de plus en plus d'inquiétudes, par exemple sur le diagnostic des mélanomes. Eh bien, on peut tout à fait prendre en photo sa lésion et puis aller télé-envoyer. Et donc, il y a de la télé-expertise. Hein, là, c'est pas de la médecine générale, c'est de la médecine de spécialistes. Et donc, des associations de dermatologues vont lire et relire vos images et vous donner un rendez-vous ou pas en fonction de ce qu'ils auront détecté. Et donc, on voit bien là aussi que ce qui est aussi important, c'est de pouvoir, grâce au numérique, de pouvoir personnaliser et d'accompagner de manière spécifique les gens en fonction de leurs problématiques de santé, qui sont évidemment différentes les unes des autres, et puis surtout de les suivre dans le temps. Alors, c'est pas parce que le numérique apporte des opportunités que c'est une solution miracle, et le numérique, il a évidemment ses limites. Alors les opportunités, je les ai dit, je ne vais pas les redire, hein, je peux prévenir, je peux soigner avec la télémédecine, la téléexpertise, je peux suivre les comportements en continu, je peux même surveiller, il y a là ce qu'on appelle la télésurveillance, hein, on fait ça, c'est très efficace par exemple dans l'insuffisance cardiaque ou dans le diabète, mais notamment dans l'insuffisance cardiaque, eh bien, ça évite les réhospitalisations. Hein, on suit les personnes avec des capteurs, et donc grâce à ces capteurs, eh bien, on est capable, avec des applications connectées, eh bien, dès qu'il y a une problématique de santé qui est détectée, ça prévient l'infirmière qui peut venir, ça prévient le médecin qui peut éventuellement réadapter le traitement. Donc c'est des éléments qui sont des éléments importants. Mais il y a des limites, évidemment, et notamment quand on s'adresse à des personnes âgées, il y a des difficultés d'usage. Le numérique, même s'il est très large, eh bien, ne couvre pas. Il y a encore quelques zones blanches. Il y a des difficultés aussi de compréhension, des fois, des applications qui sont un peu complexes, et les gens sont assez souvent perdus. Et on sait maintenant de manière assez claire qu'un outil numérique seul ne marche jamais. Il faut absolument qu'on ait un accompagnement humain pour que vraiment il soit efficace. Et donc vraiment le numérique, c'est une opportunité à condition que, il soit accessible, qu'il soit accompagné, c'est absolument fondamental, et qu'on puisse, grâce à ces outils, obtenir l'adhésion des personnes qui vont les utiliser. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à tisser avec elles une relation de confiance, et donc cet accompagnement est absolument fondamental. Mais enfin, quand même, 90% des Français possèdent un smartphone, donc c'est déjà pas mal, mais un tiers, quand on fait des petites enquêtes, un tiers des personnes de plus de 75 ans rencontrent encore des difficultés avec les outils numériques. Donc on n'est pas au bout, ça va se démocratiser, ça va se simplifier, mais ça reste une opportunité qu'il faut prendre avec ce qu'elle peut nous apporter, mais ce n'est pas, en tout cas aujourd'hui, une solution miracle. Ce qui est important, et ce qu'apporte quand même le numérique, et nous on le voit, c'est la prévention personnalisée. En fait, vous avez tous vu les grandes campagnes de prévention, ne fumez pas, faites votre coloscopie ou votre mammographie après 50 ans. Et donc, on donne des conseils qui sont un peu généraux, qui sont un peu standardisés et qui ont du mal à toucher les gens. Et donc, ce que peut nous apporter le numérique, c'est justement, après un bilan un petit peu exhaustif, de personnaliser cet accompagnement et vraiment, en fonction du profil de la personne, eh bien, d'avoir un accompagnement qui est personnalisé. Nous, on le voit dans le centre de prévention de l'Institut Pasteur, quand on fait des bilans de prévention, ensuite on a des infirmières, des diététiciennes, des psychologues, des neuropsychologues qui interviennent en fonction des problématiques, des fragilités qu'on a pu détecter. Troubles du sommeil, troubles anxieux, problèmes de surpoids. Donc on arrive à personnaliser notre suivi. Mais le suivi, c'est, nous, la sécurité sociale, elle nous paye 3 fois 1 heure. Donc c'est 180 minutes de prévention ciblée et personnalisée. Le numérique, lui, c'est en continu, c'est 24 heures sur 24, 365 jours. Et donc, ces conseils, on peut... vous voyez, il y a une capacité de suivre en continu que, malheureusement, on peut plus difficilement faire quand c'est des interactions humaines, même si les modèles actuellement qui se déploient sont plutôt des modèles hybrides où on a à la fois l'intervention d'un professionnel et l'intervention d'une application numérique qui permet, j'allais dire, de faire un peu des resets et pour que les choses ne dérivent pas.
Alors, et je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, tout ça doit aussi être calqué sur le territoire et ses diversités. Évidemment, ce n'est pas parce que maintenant on a des outils, maintenant on a une vision plus claire de ce que doit être la prévention dans la manière qu'elle a de toucher les gens, eh bien que ces déterminants individuels ne doivent pas faire fi de l'environnement. Avoir une adhésion, enfin, faire en sorte que les gens adhèrent à la prévention, c'est non seulement une démarche individuelle, mais c'est aussi l'environnement qui compte beaucoup. Si vous êtes dans un environnement propice, qu'on vous pousse à prendre soin de votre santé, eh bien, ça sera plus facile. Si c'est moins le cas, ça sera moins facile. Et donc, il faut toujours coupler des interventions qui sont des interventions individuelles à une bonne compréhension de ce qu'est l'environnement et de ce que sont ces enjeux. Et évidemment, ces enjeux, ils sont différents si je prends la ruralité, si je suis en ruralité périurbaine, en ruralité intermédiaire ou en ruralité très isolée, où évidemment, les choses vont aller, j'allais dire, un petit peu crescendo dans les difficultés qu'on peut avoir. Et en ruralité isolée, évidemment, tout se cumule, l'accès aux soins, le maintien à domicile, la santé mentale, l'isolement, la capacité de se déplacer. Enfin, il y a beaucoup de choses qui... Et donc, il faut évidemment prendre toutes ces problématiques et tous ces enjeux en compte quand on veut déployer une prévention, si tant est qu'on souhaite que cette prévention soit la plus personnalisée et donc la plus efficace possible. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire territorialiser la prévention. Et donc, ça veut dire, en premier lieu, travailler avec les acteurs de terrain, les collectivités locales, les associations, l'ensemble du territoire, des professionnels de santé, des gens qui connaissent le territoire pour le comprendre et comprendre ses fragilités et les actions sur lesquelles il faut agir. Ça nécessite aussi de s'appuyer sur des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de gourou, c'est une histoire d'évidence-based médecine, de médecine basée sur les preuves, et donc basée sur des données. Et c'est très important, justement, de pouvoir bénéficier, nous, de données probantes sur les territoires, quelles sont ces fragilités, pour décrire et j'allais dire, mettre en place des actions de prévention qui sont parfaitement adaptées à les problématiques de santé. Il faut évidemment associer les habitants, les usagers, les associations de patients. C'est évidemment fondamental parce que, au-delà du territoire, elles connaissent les vraies difficultés, elles connaissent la vraie vie. Et pour nous, c'est évidemment très important pour que, s'appuyant sur la connaissance du territoire, les données, mais également les expériences de terrain, eh bien, qu'on puisse adapter nos actions pour pouvoir toucher le plus et au mieux les personnes. Et puis à la fin, eh bien, c'est pas parce qu'on a fait tout ça qu'on a essayé d'être le plus efficace possible, eh bien qu'on l'est. Et donc ça nécessite toujours d'évaluer les actions qu'on réalise et pour éventuellement eh bien, les réajuster, réadapter et pouvoir les redéployer ensuite de manière plus efficace. Alors, je veux dire que quand on est contraint, eh bien, on est assez prompt à essayer de déployer des solutions innovantes. Et je dois dire que la ruralité a été un laboratoire et est un laboratoire des solutions de demain. D'abord dans la proximité humaine, les clubs, il y a 40 ans, il y a les clubs du troisième âge. Et puis on a vu qu'il y a cette solidarité, elle se mettait en place parce qu'il y a une connaissance fine du terrain, il y a une connaissance fine des besoins, il y a une relation de confiance et puis il y a une culture de la solidarité et de l'entraide. Et donc ça, c'est absolument fondamental, et notamment pour rompre l'isolement. C'est aussi le fait que, eh bien, avec les difficultés qui sont les nôtres, on ne peut plus agir seul et il faut agir de concert. Et donc, la coopération territoriale, elle est encore plus
à l'œuvre dans les territoires et notamment dans les territoires ruraux parce qu'il faut qu'on partage des expériences, il faut qu'on partage des expertises, il faut qu'on partage également des professionnels pour qu'on puisse couvrir mieux, dans le cadre d'actions coordonnées, nos problématiques de prévention et nos problématiques de santé. C'est vraiment l'intelligence collective au service des territoires. Et puis on a poussé de nouvelles organisations de soins, contraints qu'on était par l'absence de médecins, la désertification, on n'a plus de avant il y avait la pharmacie, le dentiste et il y avait un ou deux médecins, maintenant il n'y a plus rien. Donc il faut bien qu'on s'organise et donc c'est comment est-ce qu'on est en capacité ensemble et éventuellement en s'associant sur un territoire pour poser de nouvelles organisations que j'évoquais tout à l'heure en lien avec les CPTS, des maisons de santé pluriprofessionnelles pour avoir des parcours de soins plus facilités et faciliter aussi notamment les trajets entre le domicile et ces maisons de santé qui sont de véritables relais de santé et de prévention au sein des territoires. La prévention numérique, j'en ai parlé, hein, elle va se déployer, elle va se développer, il faut l'accompagner et notamment ces nouvelles organisations de soins peuvent être des relais au déploiement de ce numérique en santé et en prévention. Et puis, comme je l'ai dit, elle doit être cette prévention personnalisée et territorialisée. Alors, je l'ai évoqué, hein, justement, les territoires innovent. J'ai expliqué tout à l'heure les bus, les unités mobiles de santé qui sont très efficaces et qui permettent de faire du dépistage, des bilans de santé, de la vaccination de plus en plus élaborés, des consultations avec des professionnels. On a des dermatologues qui tournent en bus. Enfin, on a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Il y a beaucoup d'unités mobiles et notamment dans notre région. J'ai parlé des regroupements et des maisons pluriprofessionnelles. Aujourd'hui, le chiffre, il est même dépassé. Sur cette diapo, il y a 2000 maisons de santé sur l'ensemble du territoire. En fait, aujourd'hui, il y a 2800 maisons de santé sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est vraiment des chiffres qui se développent. La diapo est un peu ancienne, qui se développent, pas beaucoup d'ailleurs, qui se développent. Et donc, on est aujourd'hui à 2800 maisons de santé. Et puis, j'ai dit, hein, tous les mois, on a des décrets qui viennent augmenter ce que peuvent faire les pharmaciens. Et donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, les entretiens de prévention, les dépistages, hypertension, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, par exemple, et puis même sur les angines, sur les infections urinaires. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se développent. Je ne parle même pas de la vaccination qui maintenant se fait très largement et beaucoup plus largement qu'elle se faisait avant en pharmacie. Et moi, je vois à l'Institut Pasteur, on ne fait maintenant essentiellement que les vaccinations qui sont un petit peu complexes ou dans le cadre de médecine du voyage, où on a besoin d'un accompagnement plus approfondi que le simple fait de vacciner, même si on le fait évidemment toujours. Donc venez vous faire vacciner à l'Institut Pasteur de Lille, évidemment. Et puis la télésanté, la téléexpertise, qui évidemment s'est fortement développée en ruralité. Et je dois dire que là-dessus, j'ai mis cette diapositive parce que la crise Covid, elle nous a aussi beaucoup fait évoluer sur la capacité qu'on a eue de trouver des solutions. Quand on est dans une situation comme on a vécu pendant la crise Covid, eh bien, on est, j'allais dire, un peu dans l'obligation d'agir. Et donc, il y a eu, moi j'en tire plusieurs choses, en tout cas 3 principales, il y en a eu beaucoup plus bien évidemment, mais c'est d'une part l'importance de la proximité. Et on a vu comment les gens se sont mobilisés pour le dépistage, la prise en charge, pour la vaccination. Et donc, on a vu comment cette proximité, cette solidarité, parce qu'il y a la confiance, eh bien, arrivait à avoir un degré d'efficacité très important. Le numérique. Alors, le numérique, il a été évidemment important, par exemple, pour les téléconsultations, mais c'était également pour la télésurveillance, où on permettait aux personnes qui avaient soit une suspicion, soit un Covid, de rester à la maison, d'être télésurveillées à domicile et de ne venir à l'hôpital que lorsque leur situation clinique s'aggravait, ce qui permettait une surveillance à domicile en toute sécurité et évitait l'afflux et la submersion des capacités hospitalières. Et puis, et je le redis, hein, c'est absolument fondamental, c'est la confiance. Quand on est en face d'une telle crise dont on ne connaît rien,
eh bien, la confiance dans la capacité à s'organiser au niveau local, d'avoir des discussions avec des gens avec lesquels on a confiance, eh bien, c'est très important, notamment, et on l'a vu, à un moment où on entendait sur les réseaux sociaux, voire même à la télé, tout et son contraire. Et donc, le fait d'avoir des professionnels de santé du territoire qu'on connaît et en lesquels on a confiance, qui sont capables eux-mêmes d'aller chercher les bonnes informations, les informations utiles, eh bien, c'est aussi très très important pour éviter de faire n'importe quoi. Alors, avant-dernière diapositive, quels sont les enjeux pour les 10 prochaines années? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est d'abord accompagner le vieillissement. C'est évidemment un enjeu majeur, préserver l'autonomie, soutenir les aidants, et aider le maintien à domicile. 70% des personnes souhaitent vieillir à domicile, et donc il faut qu'on s'organise pour leur permettre, évidemment. Il faut faire de la santé mentale une priorité à tous les âges de la vie. Et donc il faut lutter contre l'isolement, renforcer le repérage précoce, et donc c'est aussi faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès, j'allais dire, à la chaîne de la santé mentale qui va d'un psychologue à un psychiatre et éventuellement à des hospitalisations. Et donc c'est aussi retisser le réseau de la psychiatrie, de la psychologie de ville, du territoire et au-delà des compétences hospitalières. C'est évidemment renforcer l'attractivité des territoires pour les professionnels de santé, pas que les médecins, pour l'ensemble des professionnels de santé, retisser ce qu'on a connu il y a 30-40 ans, c'est-à-dire des vrais réseaux de soins qui se maintenaient en ruralité. Et peut-être, pour le coup, ce qu'on n'avait pas à cette époque, eh bien, favoriser encore plus que on a aujourd'hui les coopérations pluriprofessionnelles et les nouvelles organisations qui favorisent cette coopération pluriprofessionnelle. Il faut réussir l'inclusion du numérique. On ne pourra pas plaquer le numérique comme ça sans l'accompagner. On a vu ses avantages, mais on sait l'écueil du numérique, la compréhension, la capacité à l'accompagner et à faire en sorte qu'il devienne un autre aidant que les autres aidants qu'on peut avoir dans notre proximité. Et puis, c'est évidemment compter sur tout ce qui compte dans le territoire, tout ce qui compte d'énergie, les différents dispositifs locaux de diagnostic, de dépistage, de surveillance, mais également tous les dispositifs, tous les programmes qui sont mis en place, divers et variés, et qui impactent la qualité de vie et donc impactent la prévention et évitent justement que les gens basculent dans la maladie. Donc les défis de demain seront pas seulement médicaux, vous l'avez compris, hein, mais ils sont à la fois démographiques, sociaux, numériques et territoriaux. Et je pense que c'est cette vision globale pour les 10 prochaines années qu'il faut retenir comme enjeux principaux. Et donc, en conclusion, je pense que, en tout cas, je voudrais de cette petite discussion que nous avons eue ce matin, eh bien, retenir 3 éléments. D'une part, tordre le cou à ce mantra qu'on vit évidemment bien mieux à la campagne, mais non, il y a des inégalités territoriales, elles sont réelles, elles sont documentées, et donc il ne faut pas en faire fi, mais en tout cas, il faut les prendre à bras-le-corps, et il faut savoir comment est-ce qu'on peut répondre avec des réponses qui sont adaptées, et pas des réponses qui sont plaquées et descendantes des ministères. Voilà. Donc, cette nécessité, eh bien, elle doit se faire aussi en allant vers les populations. Il faut retisser du lien, il faut retisser de l'écoute, il faut comprendre, accompagner. Et ce n'est qu'à ce prix, eh bien, qu'on pourra réduire de manière durable les inégalités et renforcer l'adhésion. Et puis, sur ce constat, je veux dire que les territoires ruraux, ils ont des atouts, et je l'ai montré, uniques pour innover. Et on voit, les gens s'adaptent, et ils s'adaptent bien, et ils nous apprennent beaucoup de choses, notamment sur la manière de nous organiser, sur la manière de faire. Et donc, il y a plein d'idées qui ressortent de tout ça, et il faut accompagner ces idées, il faut les écouter, parce qu'elles méritent d'être déployées, non seulement à la campagne, mais sur l'ensemble du territoire national. Voilà, donc merci beaucoup de votre attention, et puis bon printemps de la prévention, et bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric Batteux. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien, donc on va faire tourner un micro.
ou des commentaires ou des points de vue que vous souhaitez partager. C'est bon. Bonjour, merci pour cette très belle présentation. Alors nous sommes venus de Dunkerque, nous faisons partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Santé Transparence, dont l'objectif est de créer un institut citoyen de recherche scientifique, donc sur les enjeux évidemment de santé. Et alors j'ai quelques petites choses à dire, et puis j'aurais 2 questions à vous poser. Tout d'abord, selon les prévisions de l'ONU, il faut savoir quand même que d'ici 2050, 66% de la population mondiale vivra en milieu urbain. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, les enjeux de la santé en ruralité seront cruciaux, parce qu'ils seront encore plus évidents. Ça, c'est un premier point. Deuxième point sur lequel nous, on travaille, c'est le problème des pollutions. Alors, vous l'avez évoqué à 2-3 reprises, mais ça ne semble pas être un enjeu majeur. Nous, on considère que c'en est un. C'est un enjeu majeur, en fait, les problèmes de pollution, pas seulement de l'air, de l'eau, mais bien sûr aussi des sols, parce que on constate, nous on est en lien avec différents instituts citoyens, qu'il y a des clusters dans différentes régions. C'est le cas à Nantes, par exemple, où il y a un institut citoyen qui s'est créé suite à un cluster de cancer dans la région nantaise. Dunkerque, ça, je pense que tout le monde le sait, c'est une région, la région de Dunkerquoise, c'est une région qui est hautement polluée. Et nous, on veut effectivement pointer du doigt ce problème-là, puisque, et ça vous ne l'avez pas évoqué, mais je comprends très bien que vous ne puissiez pas évoquer tous les problèmes qui sont liés à la pollution, mais par exemple, il est bon de savoir que les pollutions ont des impacts sur les comportements. Il y a des problèmes de comportementaux chez les enfants, problèmes cognitifs, comme par exemple des pertes de points de QI. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, sur les liens entre pollution et perte de points de QI, qui entraînent d'ailleurs des conséquences économiques très, très importantes. Alors, j'ai en fait 2 questions à poser. La première, c'est ne pensez-vous pas qu'il faille finalement quand même insister sur les problèmes des pollutions? Alors, c'est un sujet qui n'est pas évident, parce qu'en milieu rural, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs bio, et beaucoup d'agriculteurs en mode conventionnel, et qui, d'ailleurs, ce n'est pas un procès que je fais aux agriculteurs. On sait très bien quels sont les enjeux, les difficultés que rencontrent, et vous l'avez signalé, le nombre de suicides chez les agriculteurs. En tout cas, il y a quand même un problème de pollution qui est, me semble-t-il, capital. Et deuxième question, c'est, mais vous avez été prudent par rapport à ça, c'est le numérique. Et en fait, ça me paraît un petit peu, cette idée de développer le numérique me paraît un petit peu contre-productif avec l'idée de l'isolement. C'est-à-dire que si on veut lutter contre l'isolement en milieu rural, il faut ne pas se dire que le numérique va tout régler, mais ça vous l'avez un peu dit quand même, c'est de se dire mais il faut absolument qu'il y ait des médecins en fait. Parce que moi dans ma famille j'ai eu des médecins de campagne, on les appelait comme ça, et ils avaient un rôle non seulement de soins, mais un rôle social très important. Et en plus, avec le développement de l'IA, on peut se dire si ça ne va pas être une porte ouverte à des soins qui seront promulgués par l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc c'est un petit peu mes 2 points d'inquiétude, c'est ce développement du numérique qui n'est pas pour moi une solution en fait, par rapport à tout ce que vous avez énoncé, et puis le problème des pollutions. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, merci pour ces questions. D'abord, nous, le lien sur la santé environnementale, comme je vous l'ai évoqué, ça a fait l'objet de 3 mois de débats et d'accompagnement l'année dernière. Donc on en a beaucoup parlé, et on en parlera d'ailleurs encore aujourd'hui, puisqu'on a nos collègues d'Atmo qui sont là et avec lesquels on collabore. Donc pour nous, c'est évidemment très important. Ça l'est d'autant plus que, et vous évoquez la recherche, nous, on est à l'Institut Pasteur, on fait de la recherche evidence-based depuis 130 ans. Et on a d'ailleurs, quand on était à Terre en Fête, c'est
on a deux chercheuses qui sont venues faire justement sur l'impact de la qualité des sols sur le microbiote. Donc nous, on fait de la recherche sur ces domaines et voilà, avec évidemment la qualité de ce que peut être la recherche à l'Institut Pasteur. Mais c'est des éléments qui évidemment nous importent parce que pour nous, on est dans une logique de One Health et donc évidemment tout cet environnement a un impact sur l'individu. Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure sur l'environnement qui est notre environnement physique et notre environnement plus général. Le lieu de vie, et ce lieu de vie, c'est à la fois le lieu de vie physique et le lieu de vie des gens qui nous entourent et de cet écosystème complexe. Et donc, on étudie non seulement ces éléments, j'allais dire physiques, mais aussi ces éléments psychocomportementaux territoriaux qui sont aussi très importants, notamment en termes de santé mentale, d'accompagnement et d'isolement. Donc pour nous, évidemment, tout ça est très important et on essaye de l'appréhender de manière générale. Et donc c'est là, évidemment, c'était santé en ruralité et je ne voulais pas paraphraser la conférence qu'on a fait l'année dernière sur ces aspects de santé environnementale. Deuxième question que vous posez, c'est le numérique en santé. Je pense que, et comme je l'ai évoqué, il ne faut pas... D'abord, le numérique seul ne fonctionne pas. Ça, on le sait, il n'y a pas de sujet. C'est donc un numérique qui est un numérique accompagné. Mais néanmoins, il y a un certain nombre d'opportunités qui s'ouvrent avec le numérique, dès lors qu'il est maîtrisé, dès lors qu'il est apprivoisé. D'abord, il y a un premier élément sur le numérique, c'est... comment est-ce que les gens l'appréhendent, comment les gens le comprennent. C'est compliqué et je l'ai évoqué. Ensuite, et je pense que c'est certainement peut-être là le plus important, c'est si on veut utiliser le numérique en soins, en santé, en prévention, il faut l'évaluer. C'est comme si on dit on va faire du numérique en prévention ou en santé et qu'on ne l'avait pas évalué. Si je vous disais, je vais vous donner un médicament pour votre tension, mais on n'a jamais testé. Vous me diriez, le docteur est gentil, mais moi, je ne vais pas le prendre, votre médicament. Et donc, je pense qu'on a besoin de faire exactement la même chose pour les outils numériques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je n'ai confiance que dans les outils numériques que j'ai été en capacité de tester. Et du coup, c'est compliqué parce que les éditeurs, eux, ils se disent, oh là, c'est comme un médicament. Un médicament, les gens, ils se disent, oh là là, si je le teste, ils préféreraient ne pas le tester. Mais si on le teste, il y a de grandes chances que ça ne marche pas. Mais nous, en responsabilité, on ne peut donner des outils que si on les a testés et qu'on a vu qu'effectivement, parce qu'on les a évalués, à la fois dans la capacité d'appréhender ces outils et puis dans la capacité qu'ils ont de changer les comportements des gens, eh bien, s'ils ont montré, avec la même rigueur scientifique qu'un essai clinique, si eh bien, ils ont modifié les comportements, s'ils ont été compris. Et donc, c'est sur ces outils numériques, parce que nous, on y travaille beaucoup, hein, vous avez compris, nous, on a un consortium qui évalue les outils numériques, mais pas seulement sur les déterminants de santé, mais on est avec des psychologues, avec des sciences humaines et sociales, pour savoir comment eh bien, ces outils numériques, au-delà de leur fonction médicale et de prévention, sont capables d'être appréhendés, de changer la vie des gens et de leur être utiles. Parce que le plus important, c'est d'être utile aux gens pour changer leur santé. Et donc, on est effectivement très attentif, nous en tout cas, à ces outils numériques qu'on ne considère pas comme magiques, mais qu'on considère comme potentiellement utiles pour nous aider à voir plus de monde. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, nous, on est un centre de prévention en santé. Il y a 100 centres comme nous en France qui voient 400 000 personnes en prévention. C'est quand même des hôpitaux de jour de prévention, c'est très lourd. 400 000, c'est important, et c'est d'autant plus important que c'est 70% de patients précaires. Eh bien, grâce aux outils numériques, eh bien, on est en capacité, tout en maintenant et en préservant avec certains outils numériques, voilà, eh bien, on est capable de voir plus de gens et donc d'apporter plus de soins à plus de personnes qui en ont ô combien besoin et encore plus dans nos territoires. Donc oui, il faut être très prudent, mais il faut savoir donner des guidelines qui nous permettent de dire bah, oui, on pourra l'utiliser et dans quelles conditions on pourra l'utiliser. J'aimerais que vous n'échappiez pas au problème de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que
qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'IA, parce que c'est quand même quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Ben, l'IA, c'est un outil. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, des outils numériques qui embarquent de l'intelligence artificielle, eh bien, c'est comment on maîtrise cette intelligence artificielle. Et donc, c'est tout le jeu de l'évaluation. Et je vais vous donner quelques éléments. C'est notamment pouvoir personnaliser les actions de prévention. Et c'est là où l'évaluation elle est fondamentale. C'est-à-dire que est-ce que finalement ce qu'a fait l'IA a rendu service? Donc c'est ça le sujet. Et il faut maîtriser, c'est-à-dire que l'IA, ce n'est que l'autoroute. Ça ne doit pas être l'IA, elle est faite pour promouvoir les bons contenus au bon moment. Et donc c'est l'autoroute qui amène à la personne le bon contenu. Le risque que vous avez avec l'IA, c'est que ça soit un mauvais contenu. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que les contenus dans les applications qu'on utilise, c'est des contenus de l'Institut Pasteur de Lille qui ont été vérifiés par les médecins, les chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille. Je ne mets pas mon sceau, je ne vais pas il y a 130 ans d'excellence dans cet institut, on ne va pas la galvauder. Et donc, pour nous, ce qui est c'est comment est-ce qu'on personnalise, mais c'est surtout le contenu. Qu'est-ce qu'on apporte aux gens? Et c'est ça qu'il faut maîtriser absolument, parce que c'est pas ChatGPT, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire, qui va vous dire, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Moi, non. Ce qu'il faut faire, je dis ce qu'il faut faire. Alors, ce sera ma dernière intervention parce que faut que je laisse la parole aussi aux autres. Mais donc, ça veut dire que les bases de données qu'utiliserait l'IA ou qu'utilise déjà l'IA, ce sont des bases de données qui sont les vôtres et qui ont été en fait forcément totalement. Elles ne sont pas du validées tout partagées. Elles sont absolument pas. Ah oui, il n'y a pas du tout de partage. C'est pas du tout. On fait pas appel à de l'intelligence artificielle qui est ChatGPT, Claude, je ne vois pas, c'est les meilleurs. C'est vraiment quelque chose qui complètement, c'est des outils qui sont totalement intégrés, totalement maîtrisés, avec des données qui sont sécurisées, qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas partagées, qui sont HDH, Health Data Hub. Enfin, on est ultra prudent. Enfin, on est l'Institut Pasteur. Voilà, ça là-dessus. Donc c'est quel type d'IA, quelle maîtrise de l'IA, quelle maîtrise des contenus, et même avec ça, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, professeur, monsieur le directeur, merci pour votre intervention. Moi, je voudrais vous poser une question qui dépasse la santé en ruralité. Si demain nous avons un nouveau virus qui se présente, une bactérie qui mute, qu'on ne puisse pas y trouver un traitement adéquat, est-ce que nous aurons les mêmes résultats, peut-être plus conséquents avec le développement des transports mondiaux que la peste en l'an 1000? Et il y a eu quand même pas mal de morts avec ce Covid. On n'a pas eu toutes les données de ce qui s'était passé en Chine. C'est pas bien grave, nous sommes vivants. Mais si demain on se retrouve avec ce même type de transformation biologique qui nous apporte la mort, est-ce que vous avez les moyens d'y réagir? Alors, je vais vous donner... oui, alors... on apprend toujours de ses erreurs et on apprend toujours bien des challenges auxquels on a dû faire face. Alors c'est assez amusant quand vous parlez de la Chine. Il se trouve qu'avant d'être directeur de l'Institut Pasteur, j'étais directeur de la stratégie de la PHP. Et donc moi j'ai vécu la crise Covid de l'intérieur
en étant voilà, à organiser les soins à l'assistance publique dans les 39 hôpitaux de la PHP. Et ça m'amuse parce que votre référence à la Chine, au tout début de l'épidémie, quand elle n'était pas, il n'y avait pas de malades, hein, on avait essayé avec des collègues de l'école des hautes études en santé publique, de l'Institut Pasteur, de faire des modélisations pour essayer de voir ce qu'allait nous arriver. Et on avait utilisé les données chinoises, qui étaient les seules données, qui étaient les données utilisables à l'époque. Autant vous dire que nos modèles, ils étaient sérieusement sous-évalués. Hein, puisque on avait prévu 3 scénarios. On avait prévu un scénario qui était le scénario minimum dont on aurait besoin de 100 lits de réanimation. La période intermédiaire, c'était 400, et ce qu'on pensait comme étant le pire, c'était 1000 lits de réanimation. Le 8 avril, c'est-à-dire au pic de l'épidémie en Île-de-France, on avait 2666 lits ouverts. Donc vous voyez qu'on s'était un petit peu trompé. Donc effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à mieux surveiller les épidémies. Et ce qu'on a appris de la crise Covid, eh bien, c'est de mieux surveiller les épidémies et donc d'avoir une surveillance mondiale de cette écologie de pathogènes. Et je dois dire que les instituts Pasteur, il y a 33 instituts Pasteur dans le monde, eh bien, sont des vigiles justement de ces épidémies, mais également avec d'autres institutions. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ça c'est le côté positif. Le côté un petit peu plus inquiétant, c'est que quand vous avez par exemple le CDC, enfin les instances américaines de surveillance des épidémies qui voient leur budget diminuer, ça nous inquiète. Ça inquiète à l'échelle du monde parce que c'est une chaîne. La surveillance épidémique, c'est une chaîne et donc il faut être très vigilant. Donc ça, c'est ce qu'on a acquis sur la capacité qu'on a à mieux surveiller les pathogènes et mieux surveiller les variants. Ce qu'on faisait moins. Et donc, on a maintenant des capacités de séquençage qui permettent très vite de voir éventuellement l'évolution de l'écologie du virus. Je vous rappelle qu'au début de l'épidémie de Covid, les virologues nous avaient dit que ce virus ne muterait pas et qu'on n'aurait pas beaucoup de variants, que le génome était stable. Donc, mais quand on ne connaît pas, quand on est... juste quand même pour vous dire, une des seules équipes en France qui travaillait sur les coronavirus quand l'épidémie est arrivée, elle était à l'Institut Pasteur de Lille. Bon, ça, c'est le petit cocorico. Ensuite, votre question, elle est, est-ce que vous êtes prêts maintenant à y faire face? Alors, là encore, c'est en train de se mettre en place. Il y a un grand projet, un grand programme qui s'appelle France Vaccin 2030, qui a tiré les conséquences de la difficulté que la France a eue dans la conception des vaccins et dans la capacité à proposer à la population des vaccins le plus rapidement possible et donc d'être plus souveraine dans la capacité qu'on a à proposer des vaccins. Et l'Institut Pasteur de Lille, et donc il y a un consortium qui s'est mis en place, hein, il y a plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été mis sur ce programme, et l'Institut Pasteur de Lille est très très impliqué dans ce nouveau programme, mais avec d'autres, hein, avec le Pasteur Paris, donc Pasteur Lille, le CEA, l'assistance publique hôpitaux de Paris, enfin, mais en tout cas, j'allais dire, tout le monde s'est mis ensemble pour faire en sorte qu'on puisse concevoir des vaccins, on puisse savoir ces vaccins où vont-ils, qu'on puisse savoir, ça c'est le CEA qui va le faire, et Pasteur, nous on va produire de nouveaux vaccins. Le CEA dira, voilà, nous on sait, parce qu'ils font de l'imagerie très complexe, où vont les vaccins. Pasteur Lille dira, sont-ils sûrs ou pas. Pasteur Paris dira, sont-ils protecteurs ou pas, sont-ils efficaces. Et l'assistance publique et les hôpitaux, les CHU, et notamment le CHU de Lille, testeront ces nouveaux vaccins le plus vite possible. Et l'idée, c'est d'avoir un vaccin en 100 jours. Donc voilà, donc on est mobilisé, on tire aussi parti des difficultés qu'on a eues pendant cette crise Covid, qui ont été la surveillance et qui ont été la capacité de réagir. Alors, on est un tout petit peu en retard, mais quand même, avant, on fera une pause plus courte. Donc, avant la mini-pause fraîcheur, on vous propose une petite vidéo qui fait la rétrospective des actions qu'on a menées pendant ces 3 mois des printemps de la prévention. Est-ce que j'aurai l'occasion de vous poser la question que je voulais poser? Ah oui, pardon, vous aviez une question. Bon, alors on y va. Par rapport à votre timing, vous me dites, sinon je n'aurai pas une seconde.
Oui. Monsieur Batteux, dans le tableau intitulé « Pourquoi la prévention est particulièrement pertinente en milieu rural », à un moment, vous abordez les polluants. Vous dites « agir sur son environnement ». Aujourd'hui, en France, c'est 60 000 tonnes de pesticides sur 22,7 millions d'hectares de surface agricole utile. Ça fait 400 kilos sur 40 hectares. Le mot pesticide n'a pas été abordé durant ce débat, alors que quand on parle de pollution dans la campagne en ruralité, c'est un phénomène important. Autre question. Je pense qu'avoir répondu, j'ai répondu à votre collègue. Donc non, mais c'est des sujets qu'on a évoqués. On a fait santé environnementale pendant 3 mois sur ce sujet-là. Donc ah oui, d'accord. Voilà. Juste encore une toute petite chose. Les chercheurs toxicologues statisticiens de l'Université du Littoral ont un mal fou à voir les données de l'AMSA. Comment vous y arrivez, vous? Alors, je ne sais pas quels sont les liens entre nous. On a des liens scientifiques, donc on n'a pas de sujet. Nous on a en plus on a nos propres données, donc voilà. Moi, je vais vous donner. Je parlais des maladies professionnelles. Hein. Mais il se trouve que nous, on a un grand laboratoire de génotoxicologie ici à l'Institut Pasteur, qui est un des plus grands laboratoires de génotoxicologie français, créé par le professeur Marzin. Donc c'est des sujets qu'on appréhende, qu'on connaît, et sur lesquels on travaille, et sur lesquels on travaille également, puisque vous évoquez en lien avec une unité qui s'appelle l'unité IMPEX, qui est une unité de l'Université de Lille, et qui travaille sur l'ensemble de ces sujets, à la fois les sujets de toxicologie environnementale, mais également de santé au travail. Et donc, je vous invite à rencontrer les chercheurs qui travaillent dans cette unité et qui connaissent bien, et qui est une unité labellisée Institut Pasteur de Lille. Okay. La MSA instruit ces dossiers. Donc, ils sont au cœur du sujet, au cœur des connaissances. Mais ils ne les communiquent pas, les données. Non, mais moi, ça, c'est pas mon sujet. Je suis désolé. Bon, vous nous faites un super teasing pour la table ronde après, donc c'est parfait. Bien, donc on peut passer la vidéo. Cette année, la santé s'invite au cœur de nos campagnes. Pour cette 4e édition des Printemps de la Prève, l'heure est à la mobilisation rurale. Alors, l'Institut Pasteur de Lille s'intéresse particulièrement à cette question puisque depuis 130 ans, nous agissons auprès des habitants de la région Hauts-de-France, à la fois en recherche et en prévention. Et cette question est au cœur finalement des sujets de préoccupation de santé publique de la population. Et nous avons à la fois la possibilité de mener des actions de terrain et d'être au plus proche de la population pour bien comprendre les besoins, mais aussi les chercheurs qui nous permettent justement de collecter les données et puis de mettre des explications, de trouver aussi des éléments probants et de prendre un petit peu de recul par rapport à ces questions. Alors en plus, on a parfois une idée un petit peu idéalisée de la campagne, le bon air de la campagne, la vie simple et saine, la nature, la proximité de la nature, mais en réalité, cette idée un petit peu idéalisée cache souvent des inégalités de santé qui sont aujourd'hui bien documentées et qui existent, et qui passent par exemple par des difficultés de mobilité et d'accès à des solutions de santé ou de prévention. Entre rencontres, découvertes et actions concrètes, retour en images sur une aventure humaine hors du commun. Et tout a commencé ici. Quitter les bureaux pour aller directement au contact des habitants, là où ils vivent, c'était le défi de cette édition. Une mission qui prend tout son sens auprès des plus jeunes grâce à des ateliers pratiques et ludiques. Dans le cadre des Printemps de la Prévention 2026, notre équipe est intervenue hors les murs de l'Institut Pasteur, sur les 5 départements de la région des Hauts-de-France, pour des actions éducatives, principalement en ruralité. Et on a touché aussi beaucoup d'enfants dans les écoles et dans les centres de loisirs pour apporter des messages de prévention sur la santé globale, la nutrition, manger, bouger, mais aussi le sommeil, la santé mentale, le stress, les addictions aux écrans notamment. Donc ce sont des choses qui ont été abordées avec les équipes et les jeunes
ainsi que les parents et les enseignants, principalement en milieu scolaire. Et on a abordé des notions parfois complexes par le jeu. On a créé un outil pédagogique qui s'appelle le Flashform Bien-être, dans lequel on a installé des balises sur un parcours d'orientation et des balises de prévention santé. Donc les jeunes par groupe, en collectif, étaient censés retrouver ces balises sur un parcours d'orientation et répondre aux questions ou aux défis qui étaient indiqués sur les différentes thématiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on a touché principalement les enfants, mais aussi la population qui vit en ruralité. Alors l'objectif, c'est de aller vers. Aujourd'hui, la ruralité est souvent un secteur un peu dépourvu en termes de soins. Donc il y a beaucoup de zones blanches encore, même dans la région. Donc l'objectif, c'est d'aller les rencontrer sur leur territoire avec leurs problématiques de santé et d'aborder des solutions avec eux. Donc c'est la co-construction qui est importante. Et l'outil pédagogique a permis d'aborder différents sujets qui ont touché les enfants, les parents, les enseignants, mais aussi la population en général. Et l'objectif, c'est d'intégrer de nouvelles habitudes de vie favorables à la santé, notamment en milieu rural. Le pari est alors d'ores et déjà réussi. Cette année, c'est plus de 500 enfants qui ont adopté les bons réflexes de santé. Mais les printemps de la Brève, c'est aussi l'opportunité de faire tomber les murs des laboratoires. Fini les blouses blanches, à l'image du rassemblement Terre en Fête, le centre d'examen de santé s'est mobilisé pour promouvoir la prévention, notamment lors d'une matinée spéciale. Là-bas, nos chercheurs sont venus confronter leurs travaux à la réalité du terrain, une approche nouvelle qui rend la science accessible et vivante pour tous. Dans le cadre des Printemps de la Prévention, nous avons organisé le 9 avril dernier une conférence à l'Institut Pasteur de Lille sur l'hésitation vaccinale. Cette conférence, nous l'avons co-organisée avec des membres du réseau phare. Le réseau phare est un réseau qui regroupe plusieurs centres hospitaliers belges que sont le centre Epicura, le CH de Moucron, le CHR Hauts-de-Seine et le CH Wapi. La conférence a été animée par Marie-Pierre Parcy, responsable de la recherche clinique en maladies infectieuses au CH Wapi, et j'ai eu le plaisir de faire cette conférence aux côtés du professeur Olivier Klein, spécialisé en psychologie sociale. L'hésitation vaccinale est un phénomène complexe et pas uniquement binaire, qui s'explique par de multiples facteurs, comme entre autres la difficulté d'accès aux soins. C'est pourquoi la prévention est plus que jamais essentielle dans les déserts médicaux, dans les endroits isolés, loin du soin, et chez les personnes fragiles et vieillissantes qui nécessitent d'autant plus une protection vis-à-vis de ces maladies graves. Mais si l'action de terrain est la face visible, elle s'appuie d'abord sur un travail de l'ombre, de la rédaction d'articles de magazines aux expositions immersives. Chaque outil est pensé pour vulgariser les grands enjeux de demain. L'objectif est clair, donner au grand public toutes les clés pour comprendre de manière simple et visuelle. Et pour étendre nos actions au-delà des Hauts-de-France, il y a aussi eu les podcasts des Printemps de la Brève, un dialogue privilégié pour décrypter la santé en profondeur, en donnant directement la parole à ceux qui la font au quotidien. Nous les remercions tous pour leur temps et leur expertise. Ils ont pu donner une voix humaine, vivante et accessible à la science. Alors on remercie bien tous nos partenaires qui nous ont accompagnés pendant cette 4e édition. Alors je pense évidemment à l'ARS Hauts-de-France, mais aussi à la région Hauts-de-France, à l'assurance maladie, aux caisses primaires d'assurance maladie et à la MSA, mais aussi aux associations, en particulier associations en milieu rural qui sont au plus proche du quotidien des habitants de la région, les établissements scolaires aussi dans lesquels nous avons pu mener des actions, les élus locaux, les collectivités, les chercheurs. Un merci aussi à la GSMC qui nous accompagne financièrement et qui permet que ces printemps puissent continuer à exister. VGRF qui nous a prêté un véhicule et ce prêt est tout à fait symbolique mais en même temps représente justement la possibilité d'aller à la rencontre des habitants, ce qui nous tenait beaucoup à cœur. Et puis notre partenaire média Icinor qui là encore nous accompagne au plus proche des habitants pour tout au long de ces 3 mois recueillir les témoignages et nous suivre sur cette campagne des Printemps de la Prévention. Et c'est bien là
la plus belle victoire de cette édition, sensibiliser les plus jeunes pour construire les bonnes habitudes de demain. Ces événements nous rappellent alors à tous que la prévention santé, pour être véritablement utile, ne doit pas s'arrêter aux portes de nos villes. Merci. Merci. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de raccourcir la pause et puis on pourra continuer à échanger de toute façon ce midi, puisqu'on a prévu aussi de quoi déjeuner pour pouvoir favoriser les échanges. Donc, je vous propose de faire une mini pause, voilà, et de revenir à 11h15 pour la table ronde qui va vous intéresser, je pense, messieurs, puisqu'elle portera sur le bon air de la campagne. Et voilà, et donc on aura notamment effectivement nos collègues d'Atmo, mais également des chercheurs qui viendront partager leurs perspectives sur ce sujet. Voilà, tout de suite, donc 11h15, on démarre 11h15. Un bon petit colloque. Oui, c'est ça. Très bien, oui. Oui. Il faut qu'on fasse attention avec ça. Mais je vais demander si, parce qu'à un moment on avait justement discuté sur le fait d'enregistrer, il faut que je demande à l'équipe comme si c'est le cas ou pas. D'accord, parce que moi je vois aucun appareil de... Ah, sauf si vous êtes connecté directement sur, Oui, voilà, vos platines là-bas. On a la possibilité de le faire, oui, à partir de la régie là-bas. D'accord. Donc, à un moment on s'est posé la question de le faire ou pas, donc il faut que je demande à l'équipe. Mais en tout cas, confirme après. Sachez que moi je veux bien vous donner ce que j'aurais fait, histoire que vous ayez une trace. Oui, très bien. Bah, oui, non, parce que malheureusement, souvent sur les conférences, on n'a pas de trace. Oui, c'est vrai. Et là, par exemple,